Ce programme vous est offert par Orange. Vers de nouvelles aventures, le TP Mazembe a fait ce qu'il fallait pour ça, pour ce moment-là, et tous les chanceux qui ont eu un billet dans le stade peuvent fêter ça avec eux. C'est vraiment la grande image qu'on attendait. Voilà, c'est vraiment l'image du week-end, l'image qui commence ces magazines. Salut à tous et merci d'être encore une fois de plus au rendez-vous pour ces nouveaux numéros de votre magazine Multisport. On a bien sûr commencé avec ces images du tout-puissant Mazembe, sacré champion d'Afrique pour la 5e fois de l'histoire, et on va longuement en parler. Une grande moitié de l'émission sera réservée à ces sacres du tout-puissant Mazembe, un sacre mérité, un 5e titre, une 5e étoile pour les Corbeaux sur ce plateau un tout petit peu inhabituel. Un plateau qui change pratiquement de figure, de nouvelles figures, de figures peut-être auxquelles vous devrez désormais peut-être vous habituer, parce que la grande équipe de sport a fait les déplacements de Lubumbashi pour couvrir cette finale retour entre Mazembe et USMA d'Alger. Avec moi sur ce plateau, on a Pati Mukuna. Bonsoir Pati. Bonsoir Fali. Également avec moi, Passion Tiaba. Bonsoir Passion. Bonsoir Fadi Moulma. Et Bob Toko à sa gauche. Bonsoir Bob. Bonsoir Fadi. Voilà, 3 visages de la rédaction de sport auxquels peut-être vous n'êtes pas habitués, que vous devez peut-être dès aujourd'hui vous habituer. On commence directement avec cette grande nouvelle, la grande information. Ce n'est plus information pour vous, cette finale de la Ligue des Champions à retour au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi à Kamalondo. Mazembe a arraché sa 5e couronne, un 5e titre au bout d'une victoire 2-0 face à l'USM d'Alger. Après le match victorieux de l'aller, 2-1. C'est maintenant place au retour et 2-0. Mazembe a pratiquement mérité sa coupe, on peut le dire, Pati. Oui, avant même de commencer d'entrer dans le vif de cette finale, j'aimerais bien que nous puissions quand même applaudir. Quand même, ouais, bien sûr, ça ne coûte rien. C'est une grande récompense pour nous d'applaudir cette grande équipe de Mazembe qui vient de récidiver, parce que ce 5e titre, cette 5e couronne qui vient de se graffer au niveau du maillot, il faut se le dire, c'était d'abord pour commencer une finale qui, sur papier, Mazembe était favori, ça il faut le dire, mais sur le terrain, nous avons vu Mazembe se douter au niveau de ce match retour, mais au finish, à la clé, ils ont gagné 2-0. Donc, motif de satisfaction pour les Congolais, aussi pour le staff qui a pivoté cette campagne de tout-puissant Mazembe. Mazembe qu'on a vu qui a bien déroulé pendant la phase de poule. C'est vrai qu'il a commencé timidement, mais pour atteindre la vitesse de croisière à la fin. Oui, il fallait peut-être compter avec l'arrivée. On ne parle pas trop de cet entraîneur qui est arrivé au niveau de Patrice Carteron. Patrice Carteron était là, mais c'est plutôt l'arrivée de Krampotic qu'il faut relever, que depuis l'arrivée de Krampotic, nous avons vu Mazembe changer la façon de jouer. Nous avons vu un jeu beaucoup plus offensif. Nous avons vu un jeu beaucoup plus... C'est le travailleur de l'ombre. Non, quand un entraîneur fait du bon boulot, il faut savoir dire qu'il a fait du bon boulot. On sait à quoi ressemblait le jeu de Patrice Carteron. On sait aujourd'hui à quoi ressemble la touche de Krampotic, parce que là, on doit se le dire que Mazembe, l'aspect offensif que nous avons vu au niveau du match d'Alger, c'est l'aspect de l'Est, l'aspect de l'Europe de l'Est, et que c'est comme ça que jouent les Croates, les Turcs, les Serbes. Donc, on ne peut pas dire que c'est un travail à mettre à l'écart ou à séparer par rapport à un travail général, mais
On dit un grand merci au staff dirigeant de cette équipe, Carteron, et sa paire Krampotic. Une certitude, c'est que Mazembe a remporté sa finale et Mazembe a bien joué, mais Mazembe a quand même frôlé un tout petit peu dans ces matchs, Bob Toko. Oui, en fait, ça a failli arriver. Moi, je pense que la faute, je vais attribuer le carton jaune aux préparateurs psychologiques qui n'ont pas travaillé sur la nouvelle logique mentale. Oui. Quand on a remporté une première manche d'une double confrontation, on repart sur la deuxième partie. Une double confrontation, veut dire c'est une rencontre de 3 heures qui se joue sur 2 terrains différents. Voilà. L'avantage qu'on aura eu dans la première partie, on doit répartir avec. On n'oublie pas une première rencontre. Il ne faut pas l'oublier, sinon on ne parlerait même pas des buts marqués à l'extérieur qui viendront compter double. Donc c'est une autre rencontre renfermée dans la même rencontre de manière un peu plus élargie. C'est qui, selon vous, a expliqué ces 2 buts de match assez timides de Mazembe ce dimanche? Très douteux, très douteux. Il fallait recommencer, il fallait de nouveaux efforts. Mais cette fois-là, ils sont rentrés dans le vestiaire, ils sont revenus pour se dire, tiens, on joue chez nous, on est à Kamal City. Ce qu'on a fait à l'extérieur, on peut les refaire ici. C'était un coup de pouce moral et ça a payé. Voilà, ça a payé. Et après combien de minutes? Après exactement 75 minutes, et c'est l'entrée d'un homme à Salé. À Salé, l'Ivoirien qui a pratiquement changé tout le match. Passion Tchaba. On a vu une équipe de Mazembe à 2 visages. Première mi-temps, un autre Mazembe, et en seconde période, un autre Mazembe. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un effort de coaching du côté des Carterons? Je pourrais dire par là que c'est Roger Assalé qui est venu tout changer. À l'entrée de Roger Assalé, le jeu de Corbeau de Lumbashi a complètement changé. Parce que lors de la première période, nous avons vu un Mazembe timide, qui n'attaquait pas vraiment, excepté au début de la rencontre. Vers la 3e minute, lorsque Mazembe a manqué une reprise de coup franc tiré. Et par après, vers la 25e minute, Mazembe a par après encore raté une grosse occasion pour ouvrir le score. Mais à l'entrée de Assalé, juste au début de la deuxième période, nous avons vu que le jeu de Corbeau a beaucoup plus changé. Le Corbeau qui jouait à la défensive, ils ont commencé à jouer à l'offensive, et c'est ce qui a permis à Mazembe d'avoir cette avance au marqueur. Alors, est-ce qu'on peut dire que Carteron a revu ses plans? Il s'est dit qu'il a mal commencé ses matchs en alignant au milieu de terrain Sinkala et à Santé, ça n'a pas carburé, et en seconde période, il sort de 2 joueurs et fait entrer Adjei et Assalé, et ça a marché du coup. Il fallait s'y attendre parce que... Peut-être il a rapidement découvert son erreur ou comment? Non, c'était pas une erreur, plutôt il fallait jouer sans maestro. Vous savez, cette équipe s'est battue autour d'un homme orchestre, Kalaba, qui en tout cas est la pièce maîtresse de cette équipe. Maintenant, là, il fallait jouer sans Kalaba. Et l'entraîneur s'est mis à chercher des pièces rares qui pouvaient pallier à l'absence de ces maestros. Mais au bout de 45 minutes, on a compris que les joueurs mis sur terrain n'arrivaient pas à jouer le rôle que jouait Kalaba, parce que Kalaba, à lui seul, pouvait maintenir 2 défenseurs, 2 milieux du terrain dans le camp adverse, bloquant ainsi l'évolution du jeu, parce qu'aujourd'hui, on a vu l'USMA qu'on n'a pas vu en Alger, parce qu'on n'a pas vu Andrea, l'avant-centre malgache, qui a posé trop de problèmes aujourd'hui à la défense de Corbeau. On n'a pas vu aujourd'hui Ferrat. La façon dont Ferrat a joué aujourd'hui, c'est pas de la même façon que Zinedine a joué en Alger. En Alger, il était un peu réservé, et surtout le fait qu'ils ont joué dans un terrain inhabituel. Le stade Amar El Hamadi n'est pas le terrain du l'USMA. L'USMA joue au stade du 5 juillet. Donc tout ça a joué dans l'effet psychologique au niveau des Algériens. Quand ils sont arrivés ici, ils savaient que Mazembe est réduit de leur pièce maîtresse, Kalaba ne sera pas là, et ils ont mis en place un avant-centre qui pouvait faire mal à la défense de le choix, et finalement ils ont fait à ce que Mazembe n'a pas joué la première période, jusqu'à ce que l'entraîneur va comprendre peut-être par après lors de la pause qu'il fallait retoucher, il fallait revoir, il fallait augmenter le potentiel offensif, et c'est ce qui a amené peut-être le but, et c'est chevauchement où on a vu un attaquant fixé, passer en revue le défenseur. Voilà, et justement, c'est revirement de la situation qu'on peut qualifier de salvateur avec l'entrée d'Assalé Bob Toko. On peut dire que c'est ce qu'on appelle des coachings payants du côté des Carterons. Roger Claver Assalé qui va finir par marquer un but. Vous savez, ces garçons, il apporte beaucoup de Il a été buteur, il a été à l'origine il a été passeur. En fait, non, c'est lui qu'on a fauché dans la surface de réparation. Buteur plusieurs fois même. Buteur plusieurs fois, d'ailleurs, de toute façon. Mais en fait, je voudrais revenir sur ce qui était en train de dire Paty tout à l'heure. Vous savez, les bons attaques, les éléments rares, ces éléments qu'on surveille sont
des points attractifs de la défense adverse. Il n'y avait personne pour faire ce travail-là. On pouvait bien remplacer Kalaba en termes de jeu, d'accord, mais on ne pouvait pas les remplacer en termes d'impact. En termes d'influence dans le jeu. Voilà, en termes d'influence. Quand il est là, il attire la défense adverse et ça permet aux ailiers de pouvoir bien évoluer. Et les deux qu'on a mis à sa place aujourd'hui, personne n'a ses poids. Donc la conséquence était logique. La victoire de Mazembe, je ne la mets pas sur un homme, je la mets sur un groupe qui s'est réveillé. En deuxième période, Saleh, c'est vrai, il a bien vu, mais c'est pénalisé. Il a juste amené du Tolus à l'attaque. Saleh, c'est vraiment le vrai joker de Carteron. Il n'est jamais titulaire, mais quand il entre, il change complètement le match. Je ne sais pas si on va parler maintenant de ces pénaltys ou vous préférez attendre. Si, on en vient d'ailleurs avec ces pénaltys. C'est ce qui a pratiquement déverrouillé le match. Il déverrouillé le match, la chevauchée d'Achalé, la série des dribbles. Dans des circonstances tout à fait discutables. On voit les images. Dans des circonstances tout à fait discutables, ce sera le troisième pénalty en faveur de Mazembe sur l'ensemble de la confrontation. Celui-là est le plus douteux. On a vu dans les images que le pied du défenseur a suivi les ballons qu'il a repoussés en dehors de la ligne de jeu. Ce n'était pas Saleh qui était visé. Je ne sais pas dans quelle position s'est trouvé Papa Gassama, l'arbitre. On voit très bien les images. On peut voir alors dans cette position pour voir. C'est une décision assez discutable. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? Vous avez vu, il a vu les ballons et il a touché les ballons. Et Saleh a joué de son expérience, il a suivi les mouvements, il a suivi les rythmes et il a fait obtenir à son équipe le penalty. L'arbitre l'a accordé, on ne va pas le discuter. Maintenant, c'est mais certains diront que dans le mouvement, le pied d'appui du défenseur algérien et a pratiquement enlevé celui d'Assalé. Non, moi je pense que les règlements. Il y a un contact. Parce que là, quand on regarde l'action, on voit que Assalé a premièrement dévié le ballon avant d'être fauché par le défenseur algérien. Regardez. Voilà, les défenseurs algériens avaient un objectif. C'est un peu comme on dit avec la touche, c'est la main vers les ballons ou les ballons vers la main. Lorsque les ballons viennent vers la main, automatiquement, on peut. Alors dans ces cas, qu'est-ce qu'on a sifflé? On a sifflé le contact ou on a sifflé qu'est-ce qu'on a sifflé? Là, l'arbitre a sifflé les contacts. Les contacts, voilà. Voilà. L'arbitre a sifflé les contacts. Ce qui est suffisant pour dire penalty. L'arbitre a sifflé les contacts, mais je pense que si Assalé n'avait pas branché, d'accord, ça ne serait pas arrivé ces penalty. Donc il faut le mettre à l'actif de Roger Assalé qui a su saisir l'opportunité pour pouvoir. Et que dire de cette série des dribbles, il fallait seulement être Assalé pour le réaliser. Et dans la minute qui a suivi, le penalty a été transformé par Bwana Ali Samanta qui en profite pour passer en tête du classement de buteurs. On va d'ailleurs voir aussi ces penalty en off avec Obu Soso si c'est possible. Voilà, Samanta qui bizarrement réapparaît à l'entrée d'Assalé. C'est comme si on a choisi les hommes, Patsem Saba. Vous savez, Freddy, au début de la rencontre, Ali Bwana Samata était pratiquement invisible sur l'heure de jeu. Et également lors du début de la deuxième période, Samata était pratiquement encore invisible. Mais à l'entrée, lorsque Assalé a fait ce mouvement, à l'entrée de la surface de réparation, on a vu Samata réapparaître au bord de la surface. Je ne sais pas si c'était pour reprendre la balle que devait repasser Assalé ou pour reprendre la balle à l'arrêt du gardien. Donc, je ne sais pas par quelle magie Samanta a eu à revenir devant le grand rectangle pour récupérer la balle ou pour frapper le penalty. Samata qui a sorti aujourd'hui un grand match. Samata qui a été déjà buteur au match aller avec ce penalty qui a pratiquement donné de l'avantage au score il y a une semaine. Et aujourd'hui, il récidive. Il a d'ailleurs été aussi à l'origine du second but, marqué cette fois par Assalé, comme pour dire c'est un duo qui fonctionne à merveille. Bon, vous savez, Samata, c'est une flèche montante. Oui. Ça, il faut se le dire, c'est parmi le grand star qui doit compter l'Afrique. Je crois qu'il termine meilleur buteur. Il termine meilleur buteur. Il doit compter l'Afrique dans les années à venir. Déjà au niveau de son équipe, le Taifa Star de la Tanzanie, c'est une star. On l'attend pour le voir jouer. Il joue contre l'Algérie, le du mondial. Donc déjà au niveau de la Tanzanie, c'est une grande star. Au niveau de Mazembe, c'est aussi une star. Et au niveau de l'Afrique, il est parmi les nominés. Donc ça confirme la forme qu'a ce joueur, ça confirme aussi le coup d'œil qu'a Mazembe dans le recrutement. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé tant des attaquants qu'il a fait partie, disons qui sont partis ou qu'il a fait partie les uns après les autres, mais finalement il s'est confirmé. Et aujourd'hui, je crains que Mazembe ait encore cette chance-là de le maintenir, parce que là il y a des offres qui tombent déjà tout autour de ces joueurs, donc il partira ou partira pas. Je crois qu'il a fait son temps. Si Mazembe peut le libérer pour bénéficier de son niveau, de son jeu, je crois que ça serait une bonne chose. Donc il a beaucoup donné pour cette édition. Je
Je crois que s'il y a des éditions passées où on a mis sur le compte de Poutou 2008, on a mis sur le compte de Patou Kabang 2010, je crois que c'est pour cette édition, il est la star, donc il peut aussi partir. Mazembe ne pourra pas regretter son départ. Voilà, Bonali Samanta à l'origine de ces seconds buts, un but qui est parti d'un coup franc raté par l'USMA Alger. Directement, il y a un chevauché de Samanta qui a été conclu par Assalé. Est-ce qu'on peut dire que Samanta a joué à l'altruisme là, sur ce point? Ouais, on peut le dire. Hein. Je pense que ce qui Parce fait la force... on revoit les images, il pouvait bien marquer seul ce but. Oui. Assalé qui remise. Qui est et Samanta. Non, je pense qu'il avait compris qu'il était directement sur les vis-à-vis avec le gardien de but. S'il frappait, ça aurait pu toucher le gardien et aller dans l'autre sens. Il a tout simplement libéré les ballons en direction de celui qui était mieux dégagé et qui était en meilleure position. Mais dans 100% des cas, en tout cas, 90% de chances auraient été pour le marqueur, celui qui mène l'action, de marquer parce qu'il sait très bien où est-ce qu'il peut mettre la balle. Alors, lui, il a tenté les dribbles. Et... À vrai dire, c'était pas une passe. Ouais, c'était pas une passe. Il a juste dévié le portier algérien. Il a dévié le portier algérien. Celui qui a marqué a compris que le porteur de la balle allait dévier le ballon dans sa direction et se mettre dans une difficulté pour ne pas marquer. Ouais. Et ça fait que lui, il était là au bon moment et pour marquer. Donc Samanta n'a pas fait une passe plutôt. Il s'est retrouvé dans une situation où, en voulant dribbler les gardiens, il a vu qu'il s'écartait de l'angle du but et puis Assalé a surgi. Et fort heureusement que Claver Assalé était là pour répondre à la balle. Sinon, si Claver Assalé n'était pas là, je vous dis que je mets... Donc il s'est servi d'un mauvais dribble pour marquer son 80% sur cette action-là, si Assalé n'était pas là, il allait rater ce but-là. Un but qui est arrivé au très bon moment, juste au temps additionnel de ces matchs, un match qui avait déjà une couleur Mazembe, une finale qui avait déjà une couleur de Mazembe. C'était juste une clou qu'on a enfoncée sur cette victoire qui donne un 5e titre au tout-puissant Mazembe. Mazembe qui, plus que jamais, devient un grand Africain, il faut le dire. Ouais, très grande Afrique, on va le dire, avec 5 titres. Et il faut savoir que si la RDC conserve le quota des 4 clubs en C1 et en CD, c'est grâce à Mazembe. La première équipe d'Afrique noire à avoir joué la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est le tout-puissant Mazembe, malgré les 3 buts à 0 nous infligés par l'Inter Milan. Ça, il n'y a rien à dire. C'était une première expérience, ça, oui. On verra ce qui va se passer avec la prochaine opportunité. Et aussi, j'ai appris qu'il y a les tours, les équipes africaines pourraient être exemptées du tour préliminaire grâce en Coupe du Monde des clubs, ce sera grâce au tout-puissant Mazembe. C'est une grande équipe de ces continents, c'est une grande équipe pour ces pays. Et je pense que Mazembe est venu corriger ce que V-Club n'a pas pu faire il y a une année. V-Club a buté en finale devant une équipe algérienne. Mazembe est venu, il a vanché indirectement un compatriote, les TP, ça te fait mal, ça fait Voilà, donc c'est ce qui est arrivé. Justement, c'est aussi une vengeance parce qu'on a vu que l'année passée, V-Club a perdu en finale, même si c'était 2 matchs nuls. V-Club avait perdu en finale contre une équipe algérienne qui était en attente sétif. Et cette année, Mazembe a pratiquement vengé et V-Club et la RDC face à l'Algérie. Oui, effectivement, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour revenger. Pour sauver la maison. Sauver la maison. Parce qu'on ne pouvait pas perdre parce que l'année passée, Mazembe s'est arrêté en demi-finale. Effectivement, la bonne chose, c'est que c'est à mettre dans l'actif de la RDC parce que là, nous sommes en train de pérenniser cette bonne forme que nous avons en Afrique. Parce que lorsque vous jouez une première fois la finale en 2013, vous récidivez avec un autre club en l'année qui suit. Donc, ça démontre à suffisance qu'au niveau de la Ligue nationale de football, si on revient à la base, que nous avons plutôt un championnat qui nous produit des clubs compétents qui peuvent rivaliser au niveau de l'Afrique et atteindre la finale. Parce que si on disait le cas Mazembe, il faut se le dire, c'est une 11e finale. Oui. Toute compétition confondue. Donc 7e au niveau de la Ligue des Champions, 5 empochés, 2 perdus. 2 au niveau de la compétition de la CAF, une perdue en 1980, une gagnée en 80, une perdue en 2013. 2 finales de Super Coupe d'Afrique gagnées. Une finale au niveau de la Coupe du Monde de club. Ça fait 11 finales que Mazembe a joué. Et je crois la Ligue des Champions est à la 25e édition. Et en 25 éditions, Mazembe a joué 7 finales. C'est pratiquement le tiers. C'est le tiers des finales de cette compétition. Ça dit Mazembe fait partie de l'histoire du football aujourd'hui en Afrique. Donc, dire que Mazembe c'est un grand ou un petit club, la réponse c'est seulement avoir le palmarès. Avoir le palmarès du club. On sait justement comprendre que c'est un grand club qui, en Afrique, aujourd'hui, vient en première position El Ali d'Égypte. En deuxième position, c'est Mazembe. Parce que les autres ont encore 4
3 ou 2 couronnes. Mais pour Mazembe, c'est 5. Mazembe avec Zamalek la deuxième position. Effectivement, donc vous voyez qu'ils sont des pièces rares. Déjà, quand vous comptez une, là-bas, vous comptez 2, ici, ça fait 3. Et les autres, ça traîne encore le pied. Il y a des clés de ce club-là qui ont 50 ans d'existence, qui n'ont qu'une seule coupe. Là, on n'entre pas dans le débat. Alors, jusqu'où on peut voir Mazembe au haut niveau? Jusqu'où alors? Mais Si déjà, on peut avec la imaginer. finale, avec la Coupe du Monde des clubs, c'est les carrefours des 5 continents. Oui. C'est là qu'on va les retrouver. À moins qu'il y ait la possibilité qu'un jour on puisse ouvrir une brèche selon laquelle les champions de la Ligue d'Afrique, la Coupe d'Afrique, la Ligue des champions d'Afrique aillent jouer la Ligue européenne, par exemple. On verra ce qui va se passer. Mais déjà, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que par rapport à l'Afrique noire, Mazembe, c'est les porte-étendards. Parce que on va le voir, là, on a joué en phase de groupe avec 4 clubs algériens. Ouais. Avec un seul club de l'Afrique noire. Il y avait El Merreikh aussi, du Soudan. Voilà. Mais Mazembe a réussi à survoler la situation. C'est déjà bon pour le continent, c'est déjà bon. Moi, je vous le dis, mais moi, ce que j'attends le plus, c'est que les performances du tout-puissant Mazembe aient des répercussions directes sur le football congolais. Parce qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, Mazembe, c'est les carrefours c'est un coin de fabrication des stars pour les étrangers. On a vu lors du match aller les sélectionneurs de l'équipe d'Algérie, Gurguf, qui est venu voir le match. Il n'est pas venu voir qui joue dans son équipe d'Algérie, qui prend il est venu voir qui joue dans Mazembe, qu'il pourrait prendre avec lui. C'est très dangereux. Là, on est en train de foncer vers une logique où Mazembe débourse de l'argent. De joueurs pour à l'avantage des équipes étrangères. Donc, tu as soulevé tout à l'heure une bonne question. Est-ce que ces performances XXL de Mazembe au niveau africain peut entraîner ou peut influencer les championnats nationaux? Est-ce que c'est la question qu'on se pose maintenant? Est-ce que c'est possible, patient? Oui, ça se pourrait que ça influence le football africain. Et commençons d'abord au niveau national par le football congolais. Si la Ligue nationale de football, qui est l'instance qui organise la division 1, je pourrais dire, prenez l'influence qu'amène le TP Mazembe sur le football africain, il pourrait mieux organiser ce championnat. Parce que quand on voit un championnat de la division 1 qui monte déjà en puissance, avec des clubs que l'on considérait petits, mais qui compliquent le grand ces derniers temps, si la Ligue nationale de football prenait aussi, je pourrais dire en exemple le TP Mazembe avec le football qu'il produit, ça pourrait hausser le niveau du championnat congolais et pourquoi pas demain voir 3 équipes de la RDC jouer la demi-finale, comme ça s'est fait avec des équipes étrangères de nord de l'Afrique. En termes d'influence, on peut dire aussi que ça a pris dans d'autres clubs. On a vu que Mazembe a gagné ses titres pratiquement avec une équipe 100% africaine. Aujourd'hui, on voit à gauche et à droite d'autres clubs commencent à emboîter les pas. C'est désormais un recrutement à l'africain. On voit de Ghanéens, on voit de Maliens dans d'autres clubs. Est-ce que c'est pas ça vraiment l'idée donnée par Mazembe? Du moment où cela n'est pas interdit au niveau de nos textes qui régissent le football en République démocratique du Congo, je crois que c'est une bonne chose, d'autant plus que ça apporte du résultat. Le comble serait de faire venir des étrangers qui, au finish, vous déboursez beaucoup de l'argent, vous déboursez de fonds et de l'argent pour payer des gens qui ne produisent rien. Mais du moment où Mazembe empoche des titres et des finales, je crois que jusque-là, c'est payant pour le club. Et maintenant, les retombées, c'est qu'au niveau national, au niveau de nos clubs, les sélectionneurs sont déboussolés. Ils n'arrivent pas à recruter au niveau de Mazembe. Les sélectionneurs sont obligés d'aller chercher les réservistes, même des Mazembe. Pourquoi? Parce que les titulaires sont des étrangers. Là, il faut ouvrir l'œil. On a vu aussi Bopé qui figurait sur la liste de ça commence à se transmettre. On voit ça dans Sangabalinde. Même les Dering aujourd'hui, tout le monde est là pour applaudir les Dering. Même le club. Il n'y a aucun club qui n'a échappé à ça. Ça veut dire que c'est l'influence Mazembe, il faut l'avouer. Moi, je suis en train de regarder cette performance, cette montée fulgurante de tout-puissant Mazembe. Sur le plan local, ça pourrait servir, en fait, ça doit influencer les regards que les autres clubs ont sur Mazembe. Ils doivent voir en Mazembe les sparring partners parfaits pour leur permettre de préparer les matchs avec d'autres grands d'Afrique. Ouais. D'accord, parce que nous avons un grand d'Afrique chez nous. Si on veut jouer une rencontre préparatoire, par exemple, pour aller jouer une rencontre avec notre équipe maghrébine et qu'on sort, on peut le jouer contre Mazembe. On sait c'est dosé soi-même. Les jours où on saura taire des petites dislocations, des petites crises qu'on a au niveau de l'interne, moi je pense que Mazembe aura aussi servi à ça. Quant aux joueurs qui évoluent dans le tout-puissant Mazembe qui ne sont pas nationaux, moi je pense que comme Paty a évoqué les textes congolais doivent sauter sur l'occasion. En Europe, il existe une loi. La loi a été proposée par un parlementaire, un ancien champion du monde de cricket,
devenu parlementaire européen, il s'appelle Paul Smith, la loi d'ailleurs porte son nom. Il a proposé à ce que 5 des joueurs alliés dans les clubs européens soient de la fédération du pays où l'équipe évolue. Donc automatiquement, si l'FC Barcelone aligne 11 joueurs, 5 doivent être Espagnol. catalans, minimum, parce qu'il y a une fédération catalane aussi. C'est un projet. C'est aussi une loi qui existe en Angola, là où on ne peut pas aligner plus de 3 joueurs étrangers. C'est pas plus de 3 joueurs, en tout cas, c'est très important. Même l'Algérie. Récemment, la fédération algérienne a suspendu. Messieurs, ça c'est une thématique. Les investissements venant de l'étranger, venant pour être pompés dans le football. La fédération a interdit. La fédération a interdit plus de joueurs. Vous voyez même l'USMA jouer avec un seul malgache. On n'a pas vu tant de Maliens, on n'a vu qu'un seul malgache à l'attaque de l'USMA, on n'a pas vu d'autres. Donc, c'est pas forcément le fait d'avoir de plusieurs nationalités que on pourra avoir les résultats. Ouais, ça c'est une thématique à voir très prochainement, mais entre-temps, on va quand même donner l'info. Prochaine étape pour Mazembe, ça sera la Coupe du Monde de club et Mazembe jouera contre le vainqueur du match entre Okazaki et Yokohama. Ça sera le représentant du continent asiatique. Mazembe est exempté du premier tour, hein, et qui entrera donc en lice contre, disons, les vainqueurs du match entre Okazaki et Yokohama, et qui attendra Mazembe. Et si Mazembe, par chance, ou peut-être si Mazembe se qualifie au prochain tour, il affrontera River Plate, c'est peut-être le haut niveau. Ouais, ça va être de haut niveau, mais je pense que ce sera un retour pour goûter. Le haut niveau que Mazembe connaît déjà. Le haut niveau que Mazembe pour connaît avoir déjà. Écarté Porto Alegre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mazembe a joué contre les Pachuca de Mexique, le Mazembe a joué contre le Porto Alegre, contre l'International de a joué Brésil. contre des grands clubs. Moi, je pense pas que même la finale contre l'Inter de Milan, on l'a perdu grâce à Ito, sinon on aurait peut-être gagné. Donc moi, je pense que Mazembe n'a rien à découvrir sur cet échiquier-là. C'est vrai que il faudra, allez, ça ressemble à un bourbier, cette Coupe du Monde des clubs où on ne s'attend pas à ce que des gens viennent faire des surprises, mais ils le font, ou ceux qu'on attend les plus ne les font pas. Mais Mazembe n'aura qu'à rentrer dans ces carrés qu'il connaît très bien. Et on pense qu'avec l'ossature qu'ils ont aujourd'hui, des grands entraîneurs, je reviens encore sur ce que Pati disait, que c'est les Serbes qui seraient à l'origine des performances. La main noire. La main noire. Mais moi, je pense plutôt que en faisant venir les Serbes, le président Moïse avait voulu tout simplement réveiller psychologiquement Patrice Carperon, qui dormait un peu. Donc, il lui a boosté, et puis ça fait que l'homme s'est vu en situation de danger, et voilà que la mayonnaise est en train de prendre. Donc Mazembe va aller loin avec son ossature, avec son groupe, avec les Samata, avec les Assalé, avec les Boateng et tout ça. Un effectif très jeune. On retient l'information, Mazembe sacré champion d'Afrique. 2015, c'est pour la 5e fois de l'histoire, après 68, 69, après 2009, 2010, c'est maintenant 2015. Mazembe, après sa victoire 2-0 au match retour face à l'USMA d'Alger, après aussi bien sûr la victoire au match aller 1-2, Mazembe a donc gagné sa 5e étoile. On va refermer cette page consacrée au tout-puissant Mazembe. On va d'ailleurs y revenir en long et en large au courant de nos prochaines émissions pendant la semaine. On ouvre cette grande page consacrée au léopard de la RDC. Vous savez, le léopard de la RDC, dans la version locaux, se prépare pour les championnats d'Afrique 2016 qui aura lieu au Rwanda. Ce sera entre janvier et février prochain. Et pour y arriver, la sélection congolaise se prépare déjà et elle était invitée au tournoi d'Angola consacré au 40e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Et la RDC a quand même brillé d'entrée après une large victoire 3-0 contre la Zambie. La RDC s'est qualifiée en finale où elle a joué contre l'Angola. Malheureusement, les Congolais ont perdu 1-0 contre l'Angola. Oh oui, vous savez, l'organisateur ne pouvait pas se permettre de laisser partir la coupe à domicile. Nous savons quand vous jouez en Afrique, tout peut arriver avec le jeu. Mais je crois qu'au finish, on peut dire que c'était un tournoi réussi pour la RDC, parce que d'autant plus que le tournoi était placé sous le signe de préparation pour finir un peu la première étape de préparation de CHAN Rwanda 2016, d'entre deux jeux 3-0 face à la Zambie, 1-0 face à l'Angola. Donc je crois que Florent Ibenge peut rentrer ragaillardi par cette performance, d'autant plus qu'ils sont deuxièmes. Les Léopards sont classés deuxièmes sur les 4, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au finish, au départ, nous étions 4 pour finir 2. Un tournoi à 4. Un tournoi à 4. Donc je crois que c'est une bonne chose pour la RDC. Maintenant, il reste à voir les résultats que nous allons rapporter
côté de la Bosnie et de quelques matchs que nous allons livrer là-bas. Et lorsque nous aurons On va voir d'ailleurs les images, ça c'était le premier match contre la Zambie, 3-0. Et le but congolais marqué par Bopunga, Lusa Dissou et Jean Makousou Mundele, 3 joueurs de V-Club. Ça veut dire que V-Club au niveau national apporte gros pour la sélection. Patient Chaba. Oh, bon, oui, avec le apporte gros. Avec le coach déjà et avec le joueur. Bon, on a vu la grande partie de l'effectif est avec Liviane. On a vu en 2009, lorsque la RDC a participé à la première édition du Chêne, Côte d'Ivoire 2009, il y avait une grande partie des joueurs de Tout-Puissant Mazembe, avec le coach qui venait de Tout-Puissant Mazembe. Et vu que Mazembe ne regorge plus beaucoup des internationaux congolais, je dirais que c'est une raison valable pour le sélectionneur national d'aller puiser dans 20 clubs qui regorgent des talents qui peuvent valablement défendre le drapeau national. Et qu'il connaît très bien aussi. Et il connaît très bien. C'est aussi une raison. Je ne vois pas un Florent Ibenge qui sait qu'il porte une charge énorme sur ses épaules aller trouver dans une équipe des joueurs qu'il ne connaît pas assez. Voilà la raison pour laquelle il est revenu dans le V-Club, pour prendre des meilleurs joueurs de V-Club et mettre sur le plan de l'équipe nationale et qui ont valablement défendu le pays, avoir le 3 buts marqués contre la Zambie par les joueurs de l'SV Club. Ouais. Et puis, le match joué hier en Angola lors de la finale, on a vu aussi, bon, pas seulement le joueur de V-Club, mais l'équipe nationale de la RDC jouer convenablement leur phase de préparation, mais malheureusement perdu à la finale contre le pays organisateur. Mais est-ce qu'on peut dire que cette équipe de la RDC est vraiment déjà prête? Parce qu'on l'a vu, il y a une saison, un championnat, une division 1 qui a déjà commencé avec un bon rythme, 3 matchs, 2 matchs dans la semaine. Et est-ce qu'on peut dire qu'avec ces championnats, parce que l'essentiel des joueurs a été pris dans ces championnats, est-ce qu'on peut dire que ces joueurs qui sont dans une très bonne forme physique donnent pratiquement la sélection, une bonne saveur à la sélection? Voilà, bon, en fait, avant de répondre à ta question, Frédéric, je voudrais revenir sur le tournoi d'Angola. Oui. Vous savez, la République démocratique du Congo bat la Zambie 3-0. Oui. D'accord. Oui. Et la Zambie et la RDC sont invités par l'Angola. L'Angola qui a déjà commencé à préparer une équipe avant d'envoyer l'invitation. Donc, il ne faudra pas se leurrer. Ils seraient très bien préparés. Ils savaient qu'à l'occasion des 40 ans de l'indépendance, nous aurons un tournoi. Nous allons inviter la RDC et la Zambie. On les surveille, on les regarde jouer, on se prépare, et le jour où ils arrivent ici, on les abat. Donc si la RDC a perdu un but à 0, c'est un tournoi amical, ce n'est qu'un tournoi amical. Ce n'est qu'un tournoi amical. Après tout aussi, la RDC n'a pas lourdement perdu face à l'Angola. Lourdement perdu, non. C'est juste à part un but à 0. Mais on a quand même perdu. Moi, je suis en train de justifier techniquement la défaite de mon équipe nationale à moi. Parce que je ne m'attends pas à ce que la RDC qui a fait les bons résultats contre le Nigeria, cette RDC qui a joué contre le Gabon, cette RDC qui a battu la Zambie, vienne se faire... Ce n'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Ça, c'est au niveau international. C'est la sélection. Je suis en train de parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Point barre. Ne m'amenez pas à l'extérieur. C'est pas avec le même joueur. C'est le même pays, oui, mais pas la même équipe. Nous avons... Écoutez, moi je ne voudrais pas qu'on fasse de l'amalgame ici. Moi, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons une équipe qui s'est lancée dans une dynamique dans son ensemble. D'accord? Que les joueurs soient expatriés ou les joueurs qui évoluent ici. Allez, on est parti avec cet esprit. On est ressorti d'ailleurs. C'est dans la semaine qu'on a appris qu'on était 10e d'Afrique, désolé. Donc, ce que je fais, c'est que nous sommes inscrits. Voilà, merci pour les compléments. Nous sommes inscrits dans une logique où nous allons de victoire en victoire. Et si, même locaux soit-il, si les Léopards ont perdu contre l'Angola, c'est que nous avons été invités par ceux qui ont préparé ces championnats avant. Ce que je vais dire par rapport à l'équipe nationale, c'est vrai, on est parti sur une très bonne lancée. Si les locaux font des résultats, d'accord, au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons un championnat qui s'est très rehaussé. On a vu les choses telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. Le DCMP est déterminé à aller de l'avant. Le DCMP qui a retrouvé ses couleurs d'antan, sa vibreur de l'époque qu'on a pu rêver depuis 6 ou 5 saisons. Les choses étaient devenues très compliquées, d'où la naissance du FC Renaissance. Permettez-moi. Plusieurs parenthèses en même moment. Permettez-moi ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes partis sur une dynamique, on a une très bonne équipe locale. Donc, c'est une équipe qui va aller jouer un championnat des locaux d'Afrique. Oui. Alors, si on puise le gros dans V-Club, ça veut dire qu'en dépit des petites failles que V-Club est en train d'acquérir sur le plan local, mais les joueurs en soi, en termes d'individualité, en termes de qualité, ils valent quand même quelque chose. Voilà, la question était celle de savoir, est-ce que la RDC est maintenant prête et compétitive pour jouer ces CHAN 2016?
Bon, je dirais oui, parce qu'avoir seulement le niveau du championnat local, parce que c'est le championnat qui fournit de joueurs au niveau de l'équipe nationale. J'ai eu interviewé la plupart des entraîneurs au niveau de la zone ouest, ici au stade. En tout cas, ils reconnaissent que c'est un championnat difficile. Qui a haussé les niveaux. Qui a haussé les niveaux, où il n'y a pas de des petites équipes, petites équipes, on va où dire. chaque match n'est pas prédéfini, contrairement aux éditions précédentes où certains matchs étaient prédéfinis à l'avance. Les entraîneurs ont reconnu qu'il y avait un bon niveau de jeu, il y avait cette difficulté à jouer face à un adversaire, même si vous êtes dans la même ville. Maintenant, l'impact au niveau de l'équipe nationale, c'est que la difficulté, c'est que les grands clubs, où on a cette présomption qu'il y a déjà un bon niveau, il y a déjà un bon encadrement, il y a déjà une psychologie, les grands clubs regorgent des étrangers. C'est là-bas qu'il y a des problèmes parce que quand vous allez prendre le Dering qui est premier aujourd'hui dans la zone ouest, n'a que quelques nationaux et plusieurs étrangers. Lorsque vous allez dans vos clubs, vous trouvez la même situation. Lorsque vous allez dans Mazembe, la même situation, l'entraîneur est obligé de recourir dans les équipes qu'on appelle des équipes de seconde zone. Et les équipes de seconde zone ont un problème d'encadrement, ont un problème de joueurs d'intégration, ont un problème psychologique. Donc ça donne du travail à l'entraîneur. C'est pourquoi on décrit ce qu'on dit aujourd'hui, l'entraîneur va puiser 11 joueurs dans le club. Il va puiser 5 dans le SMP. Et du moment où ils sont compétitifs, où est le problème? Non, vous savez, une équipe nationale, c'est aussi la géopolitique. Ça veut dire quand vous avez 3 zones développementales, vous devez aussi avoir plus ou moins 3 de joueurs qui viennent. Ils sont plus ou moins représentés dans cette sélection. Pour l'Angola, Florent Ibenge l'avait bien défini que avant de se rendre en Bosnie-Herzégovine pour jouer les matchs amicaux à Goma pour installer la quartier générale, il reviendra pour puiser quelques joueurs du zone centre-sud et du zone développement est, de la zone développement est. Ah, si c'est une promesse là. Il avait bien dit avant de partir. On s'incline devant cette promesse, non, mais là. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une équipe, qu'elle soit de la zone centre-est ou quoi que ce soit, quand on prend les joueurs, on ne les prend pas en fonction des résultats collectifs. En fonction de performance. Oui, en fonction du potentiel individuel. Mais quand vous dites que, bon, je soutiens, je sais que vous tenez comme allégation. Mais lorsque Mungano est premier dans la zone Est, il bat 4 équipes au niveau de la première journée. Vous pensez que dans cette équipe-là, il n'y a pas un joueur qui peut être en équipe nationale? Lorsque Sangabalende est premier, lorsque Sangabalende est premier dans la zone centre-sud, avec 20 points, et vous ne prenez qu'un joueur de Sangabalende, et que... Mais il y aura pas, ce n'est pas une équipe à 100 joueurs à composer. Ce n'était pas non plus une liste définitive. Parce que Florent Ibenge, avant d'entamer ses regroupements avec l'équipe nationale, il a eu à prendre à ses côtés quelques entraîneurs pour le soutenir dans la vision de la supervision de joueurs de la zone centre, sud, est et ouest, bien sûr. Lorsque Florent Ibenge prend un joueur de Sangabalende de Don Bosco, on peut simplement dire que ce joueur lui a été proposé par Raoul Chungu, qui est le superviseur de la zone centre-sud. Et lorsqu'il prend 11 joueurs, par exemple, dans les clubs, 5 dans des CMP, 2 dans chaque, on peut aussi dire que ce joueur-là lui a été proposé par le superviseur qui est là dans la zone ouest. Dans la zone est, juste là, le sélectionneur national n'a pas de superviseur. Peut-être un travail fait méthodiquement, tout compte fait. On sait que il lui reste encore à la RDC quelques semaines pour ces championnats d'Afrique des Nations 2016. On signale qu'il y aura les tirages au sort déjà pour cette semaine. Je crois que ce sera le 15 novembre. Tirage au sort où la RDC connaîtra ses adversaires de groupe pour le championnat d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, pendant la semaine, il y a eu le classement FIFA 2015. Mois de novembre 2015. Et bonne nouvelle pour la RDC, elle est classée 10e, elle est entrée dans le top 10 au niveau du continent africain et elle est classée 55e au niveau mondial. On a fait une petite réflexion à quoi est due cette performance. C'est la réponse avec cet élément de Doudou Mbala. Par de la République démocratique du Congo lors de 2 matchs amicaux livrés pendant les dates FIFA du mois d'octobre dernier ont sérieusement contribué à la progression congolaise dans ce classement mondial mensuel de la FIFA. Contre les Super Eagles du Nigeria, la RDC a laissé une bonne impression en dominant les hommes de Sandé au lycée par 2-0. Une grosse performance donc de fauves congolais coachés pour la circonstance par Christian Sengi Biembe et Eric Chibassou. Cette belle prouesse sera pérennisée d'ailleurs 3 jours plus tard devant les Panthères du Gabon, battus 2-1 avec à la clé un but somptueux de Chancel Mbemba, sociétaire de Newcastle. Du coup, la RDC quitte la 12e place pour rejoindre les top 10 en se pointant justement à la 10e position, devant ça l'Égypte, le Nigeria et le Mali.
Au monde, les hommes de Florent Ibenge font également une avancée significative en quittant la 60e place pour la 55e. Les 3 têtes d'affiche en Afrique sont dominées par les éléphants de la Côte d'Ivoire qui reprennent leur première position au détriment des Fennecs d'Algérie après 18 mois de règne et le Ghana, 3e. Pendant ces temps, dans le monde, la bonne affaire est à mettre à l'actif de la Belgique. Les Diables Rouges ont passé pour la première fois de leur histoire devant l'Allemagne, l'Argentine 3e, le Chili 5e, l'Autriche 10e. A noter que c'est sur base des 172 matchs internationaux A que la FIFA publiera le 3 décembre prochain un 1e classement mondial. Avec Sissoko en retrait. On l'a vu, on a eu la réponse et à cause en tout cas de ses performances réalisées récemment lors de matchs amicaux, d'abord contre le Nigeria et ensuite contre le Gabon. 2 victoires qui ont propulsé la RDC à la 10e place au niveau africain. C'est sacrée performance quand même. Oui, des victoires qui valent 100 points. En tout cas, chacune, je sais que là, les points sont divisés par 4, des 100 à 25. Donc 100 divisé par 2, 50, 50 divisé par 2, 25, jusqu'à ce que ça fasse 0 comme c'était. Et la RDC totalise 587 points. 587 points. Donc les 2 rencontres remportées contre le Nigeria date FIFA contre les Nigeria et le Gabon. Les Gabon, ils sont pour beaucoup. Moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Vous savez, ces classements influent sur beaucoup d'éléments. C'est un classement qui sert justement des repérages par rapport à beaucoup de choses. Il y a même des équipementiers qui se réfèrent à ces classements. Il y a des sponsors qui regardent d'abord les classements. Moi, je me souviens, en 2007, on était en pleine conférence de presse avec les présidents au Mali, les présidents de la conférence de la Fédération congolaise de football. Il y avait des pourparlers entre l'équipe nationale et une firme équipementière, je peux citer, c'était Puma à l'époque. Et il paraît que M. Whitman, DG de Puma, avait demandé à M. Omari la valeur ajoutée de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et en quelle position êtes-vous sur les classements mondiaux. Donc ce sont des éléments très, très importants qui, à les regarder, ne servent peut-être à rien, mais qui influent beaucoup sur l'échiquier interne. Voilà, des éléments peut-être qui pourront plaider ou faire la différence par rapport à ces matchs, les premiers matchs des éliminatoires du Mondial 2018. Ce sera contre Centrafrique, je crois. Le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 ici, on joue déjà ce 12 novembre face au Burundi. Face au Burundi en déplacement à Bujumbura. Déjà l'équipe de leur retour peut-être demain lundi. Ils vont devoir commencer les entraînements avec le 23. Présélectionné que Florent Ibenge a publié, il a fait venir presque l'équipe qui avait fait les déplacements, l'équipe qui a fait en sorte que nous puissions avoir ces résultats, cette remontada de 5 places. D'abord, c'est une grande chose parce que les amis ici présents peuvent se souvenir que avant que ces mouvements, que cette ambiance qui règne aujourd'hui ne commence en équipe nationale, nous étions dans les 112e. Chaque fois qu'on publiait ces classements, je vous dis, il y a 2 ans, 3 ans passés, on était toujours au-delà des 100, on n'était jamais dans la quand on remontait, on quittait soit la 102e pour la 101e. Donc, et aujourd'hui, on a fait la moitié du chemin. Ça veut dire qu'on est devenu une sélection fiable. Effectivement, aujourd'hui, on a cette viabilité et cette fiabilité. Pourquoi? Parce que le résultat est en train de confirmer qu'on est quand même aujourd'hui une grande équipe nationale. 55e au monde, 10e en Afrique, c'est pas peu de choses. Donc je crois que si l'entraîneur pourrait, dans les autres matchs face au Burundi, faire les résultats, je crois bien, avant même le classement final qui viendra au mois de janvier, je vous dis que la RDC pourra être dans les 30 premiers. On espère bien qu'il sera même dans le top 3, pourquoi pas. Freddy, moi je ne pense pas que ce soit l'entraîneur qui doit faire ce travail, c'est un travail collectif, c'est un travail de politique, c'est un travail de gestion, c'est un travail d'ensemble. Les catalyseurs, c'est l'État congolais qui doit prendre la responsabilité par rapport à ce qui lui revient des droits en termes de faire le travail au niveau sportif. Et puis il y a la fédération nationale des sports qui est l'organe technique qui doit suivre. En fait, c'est un travail d'ensemble. C'est suivi par le moyen, c'est suivi par tout. Il y a tous les éléments qui rentrent en compte. L'entraîneur, lui, il a un groupe de 23, 26 ou 11 qui fait jouer pour un match et les résultats valent 100 points, mais les 100 points propulsent la nation
sur les classements, sur l'échiquier. Je pense pas que... Voilà, très bien dit. Donc, on espère voir de bonnes performances à nouveau du côté de la RDC, notamment avec les matchs qui vont suivre très prochainement. Ce sera déjà le 12 novembre contre le Burundi, après le 15, un match retour. Donc, 3 jours seulement. Une première des éliminatoires face au Burundi qu'il ne faut pas à tout prix manquer. On en vient à présent rapidement à la page de la division 1. Il y a eu un bon début, mais après, c'est maintenant des reports de match. La machine a pratiquement stoppé. Oh, bon. Dans la zone ouest. Bon, le nouveau comité peut-être s'est fatigué. Ils ont freiné l'élan qu'ils ont mis en place parce qu'on a tous salué le début quand on a vu cette publication du calendrier en aller dans toutes les zones. On a dit que c'était une grande première, mais là on voit les démons de la Linafoot revenir, comme on dit, chasser le naturel et puis il revient très vite au galop. Donc la Linafoot n'a fait que revenir à ses vieilles habitudes, c'est lui de nous conjuguer de vocabulaire report, décalage, reprogrammation, reprogrammé. Donc on entre dans ce jeu-là. Il y a des matchs qui ont été reprogrammés, décalés. Il y a des équipes qui ne jouent pas. Pendant qu'au début, la Ligue avait dit qu'ils ont tenu compte de matchs CAF, de matchs FIFA, des matchs tout ça. Mais au finish, on voit que Mazembe a joué moins de matchs jusqu'aujourd'hui. Mazembe a des excuses parce qu'il fallait jouer dans la Ligue des Champions. Mazembe a quelques matchs joués en moins. Il y a la zone Est qui est à sa 5e journée. Alors que c'est déjà la 9e. On est à la 9e au niveau de la zone Est. Déjà, dans cette zone, il y a 3 matchs qui ont été reprogrammés, le 2, le 7, le 10, pour simplement voir MK jouer, DCMP jouer Rogelou. Donc nous entrons dans un cycle de report de matchs. Est-ce que patience, que ça ne veut pas dire que nous reprenons le rythme habituel qu'on connaît de la Linafoot, de la division 1? Bon, ça peut dire ça, parce que les éditions précédentes, nous avons vu des matchs de la division 1, Ligue nationale de football, être programmés, reprogrammés et ensuite reprogrammés encore. À l'exemple de cette 9e journée où il y avait 2 matchs à RCK et Rogelou DCMP, d'abord programmé au premier, repoussé au 2. Premièrement programmé au premier, et repoussé au 3 novembre, et reprogrammé au 7. Et la foot venait de reprogrammer au 10. Au 8 et au 10. Et au 10. Finalement, ça veut dire c'est 4 dates pour 2 matchs. C'est 4 matchs pour 2 matchs. Et jusqu'à là, sur le 10, on ne sait pas si demain il y aura encore une autre reprogrammation de matchs, on ne sait pas. Et cette série n'intervient pas seulement dans la zone ouest. On l'a vu, ces genres de reports de matchs dans la zone centre-sud aussi. Il y a la 4e journée, si je ne m'abuse, le match de la zone centre-sud, le match qui devait opposer le tout-puissant Mazembe au FC Saint-Elo, le Popo qui a été reprogrammé. Jusqu'à là, la date n'est pas connue. Ouais. Il y a d'autres rencontres aussi que Sangaba Yende devait jouer contre Mazembe, reprogrammé à une date ultérieure qui n'est juste là, pas signifiée. Donc on ne sait pas juste à quel niveau la Linafoot va répondre à cette série de reprogrammations des matchs et pour en arriver jusqu'où. Bob Toko, et pourtant en faisant une répartition géographique, c'était justement pour éviter le report de match. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a jamais eu un mauvais comité à la Linafoot. Il y a des mauvais dirigeants des clubs. Allons-y. Par exemple, prenons le cas du tout-puissant Mazembe. Une équipe qui prépare une finale de la Ligue des Champions aura besoin des sparring partners. D'accord? Et on les trouve dans les championnats où on aura besoin d'avoir pour garder sa bonne forme. On ne joue pas. Alors si on ne joue pas, ce n'est pas parce qu'on est occupé à faire autre chose. Il y en a qui ont parlé du problème des déplacements autrefois. C'est pourquoi ça en est résolu à sectionner. À diviser, voilà. D'accord. La carte footballistique, permettez-moi, la décentralisation sportive pour leur permettre de trouver une formule spéciale. C'est quoi, en fait, les faux fouillants? Quelle est la raison? C'est parce qu'ils ne veulent pas jouer tous ensemble. C'est parce qu'il y en a qui veulent jouer aux détenteurs. Par exemple, on voudra. Ce sont les grands clubs qui ont instauré le quota. Système. Ils s'abstiennent. Ils ne jouent pas, on laisse les autres jouer. Et quand on revient d'Afrique ou des problèmes qu'on avait, on se remet à jouer, à négocier chaque rencontre une à une. Pour mieux se replacer au classement. Si DCMP sait que, prenons l'exemple, si le DCMP savait qu'Ever Club était premier avec 37 points, lui il est en 4e position avec 20 points, il y a 3 matchs à jouer, là j'ai 9 points, celui-là il peut me faire chuter, je négocie. Ouais. Je passe et puis c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça veut dire que c'est dans les panneaux où est tombé le FC Renaissance l'année dernière. Renaissance, c'est plaisir à faire le plein du stade. Renaissance, c'est plaisir à aller accumuler les 3 points.
alors qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des équipes qui étaient en train de geler. Alors une fois Renaissance a joué, arrivé au terme des journées, les adversaires ont commencé à remonter. Voilà comment il a été pris de court. Donc c'est un système qu'ont implanté les grands clubs, mais c'est une bêtise. Ça ne leur permet pas de garder... mais les clubs ne peuvent pas être au-dessus de l'instance supérieure. Mais que va faire l'instance lorsque le club évoque une raison qui est tout à fait logique, par exemple disant qu'on n'a pas de billets pour se déplacer? La Ligue n'a... Mais lorsque le club évoque aussi des raisons comme le nombre de joueurs cédés à l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale et le nombre de joueurs... C'est réglementaire. Où l'infirmerie est pleine. Il y a plein de raisons... Alors à qui la faute si c'est réglementaire? C'est réglementaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y a pas forcément eu de mauvais dirigeants à la Ligue Foot. Ce sont les dirigeants des clubs qui ont la mauvaise foi, qui ont envie de monnayer leurs matchs, qui cherchent à geler les rencontres, à geler leurs journées pour arriver à s'en tirer avec plus de points que les autres. Espérons que cette fois, ça va bien s'arranger. Mais entre-temps, il y a eu 3 matchs, 3 matchs dans la zone centre-sud plutôt, qui sont joués aujourd'hui. On a parlé de match entre Sangabalende qui a joué contre Lubumbashi Sport. 0 but partout. Il y a un match entre AS Bantou contre Don Bosco, une victoire de Don Bosco, je crois. Et puis il y a un match entre Lupopo et l'équipe de groupe Bazano également. Et tout cela, on aura des résultats dans nos prochaines émissions. Le temps rapidement de prendre l'athlétisme, une autre discipline. Et la nouvelle, c'est qu'il y a une compétition qui a commencé, c'est le tournoi au niveau des écoles, un tournoi organisé par l'agence Acacia en collaboration avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a un tournoi qui concerne les élèves de 8 à 17 ans. C'est un tournoi qui a commencé, qui a démarré vendredi. C'est une bonne note que ça a commencé. On revoit le tout en image. Pour le go de cette première édition de la compétition d'athlétisme scolaire, étaient en compétition dans plusieurs épreuves au niveau des poules, les écoles de la Gombe et celles des Bandal. Le constat est plus que positif, les élèves ont fait preuve de beaucoup d'abnégation et d'intérêt dans différentes épreuves. Au 100 mètres dames, l'élève Ntikou a fini en tête. Mon objectif, c'est qu'on rapporte seulement les médailles, c'est tout. Et chez les messieurs, Kadiko de Ango Ango se pointe en sérieux prétendant pour remporter cette épreuve. Quand je travaillais, je vis vraiment que mon travail a fourni des efforts. L'une des grosses performances de cette première journée, c'est au niveau du saut en hauteur, avec cet élève qui atteint la barre de 1,55 m. Il faut toujours des petits travail. Il faut travailler pour être comme moi. Au saut en longueur, l'élève de Liti Gombe a flirté avec 5 mètres, 4,88 m. C'est la distance du saut qu'il a effectué, mais pas du tout satisfait, alors qu'il en est à sa première en compétition. Je pense que je dois encore améliorer. Pour moi, c'est rien, parce que je travaille. Pour le moment, je n'ai pas encore commencé à travailler, parce que pour le moment, on s'équipe encore des études par-ci, par-là. Les élèves étaient également à l'épreuve de la marche 1000 et 2000 mètres, dames et messieurs, les lancers de javelot, la course des 400, 800 et 1000 mètres, avec comme objectif final la détection des talents. Bonne idée, détecter les talents au niveau de la base chez les élèves, c'est pratiquement une politique encouragée. C'est d'ailleurs par cette note que nous allons refermer ce magazine en rappelant la grande information. Le tout-puissant Mazembe Anglais-Bar de Lubumbashi, sacré champion d'Afrique 2015, c'est pour la 5e fois de l'histoire de Corbeau, après la victoire 2-0 cet après-midi au stade TP Mazembe face à l'équipe de ESMA Alger. Après le match aller, bien sûr, 1 but contre 2, dans le score cumulé, ça fait 4 buts à 1 pour le tout-puissant Mazembe qui donc représentera l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs. Voilà qui referme ces magazines. On dit merci à l'équipe New Look de ces dimanches, une équipe habituelle, inhabituelle plutôt, avec Patient Mukuna. Merci Patient. Patient Chaba. Patient Chaba, merci plutôt. Patient Chaba et Pati Mukuna, merci à vous. Et aussi Bob Toko avec beaucoup Bob Toko, voilà. Avec des analyses très poignantes. On espère qu'on on va encore vous revoir très prochainement dans ces plateaux des Multisports. Le temps également de saluer l'équipe qui est à Lubumbashi, Valdosi Moyamba, Doumbala et Arlette Boutella. Un grand merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui, Ogun Sosé, Gaberoko, Clément Makabou et bien sûr Doudou Kounongota. On prend rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro, mais entre-temps dans la semaine, de nouveaux numéros de vos émissions sportives sur Télé 50. À très bientôt.
Ce programme vous a été offert par Orange.